Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouvel esprit public enregistré en public à l'école alsacienne dont le directeur, Pierre de Panafieux, a été licencié, un licenciement sec, sans indemnité et sans droit à la retraite, dans des conditions qui me rappellent de manière étonnante celles dans lesquelles nous-mêmes avions dû quitter Radio France il y a maintenant 9 ans. Une assemblée générale des membres de l'association de l'école alsacienne se tiendra dans le courant du mois de février. C'est à elle qu'il appartiendra de se prononcer sur cette situation. Nous allons donc tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, David Jayes, essayiste et président d'une société de conseil, Antoine Fouché, essayiste et président d'une société de conseil, et Nicole Niesotto, essayiste et vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment résister ?» et il est chapeauté ainsi. Ce numéro analyse le long glissement de la démocratie américaine vers l'illibéralisme, une pente que semblent prêtes à suivre nombre de ses sœurs européennes, d'où l'utilité d'une rive à l'autre de l'Atlantique du manuel de résistance à Trump, composé par l'historien des totalitarismes Timothy Snyder, que propose ce numéro en poster. Notre prochain enregistrement public aura lieu, nous en sommes sûrs, à l'école alsacienne, le dimanche 15 mars, et on peut déjà s'y inscrire. Mercredi, nous mettrons en ligne l'enregistrement des échanges que nous aurons tout à l'heure avec les auditeurs venus ce matin, en dépit du beau temps. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Passons, si vous voulez bien, au premier des sujets que nous avons retenus, notre dépendance vis-à-vis des États-Unis. La détérioration des relations transatlantiques souligne les dépendances de l'Europe dans des secteurs stratégiques vis-à-vis des États-Unis. L'énergie provenant de la Russie a été remplacée par des flux américains et on a du mal à voir comment les remplacer. En 2025, 59% de nos importations de gaz provenaient des États-Unis et dans la défense, l'Europe est tributaire des 10 États-Unis qui sont le premier producteur d'armes au monde. Selon la Commission européenne, 63% des achats d'armement de l'Union proviennent des États-Unis et quand le Danemark, la Norvège, la Belgique ou l'Allemagne achètent des chasseurs bombardiers américains F-35, ils dépendent de leurs fournisseurs pour un grand nombre d'aspects de leur utilisation. Dans le domaine spatial, alors que Soyouz est banni depuis le début de la guerre en Ukraine, les Européens, pour mettre en orbite leurs satellites, n'ont pas d'autre choix que de passer par SpaceX, la société d'Elon Musk. Pour des services civils comme les télécommunications, passer par un Américain peut être acceptable, mais c'est impensable pour des communications militaires. Alors que la guerre sévissait en Ukraine, le ministère français des Armées a dû attendre que la nouvelle fusée soit disponible début 2025 pour lancer son satellite CSO-3 et compléter enfin sa constellation militaire d'observation depuis l'espace. Dans les services numériques et technologiques, au-delà des applications comme WhatsApp ou Facebook, propriétaires du géant Meta, de l'IA, ChatGPT ou du moteur de recherche Google, l'enjeu central se situe dans le cloud. Le stockage et le traitement de nombreuses données européennes reposent sur des géants comme Amazon Web Services, Microsoft et Google. 70% du cloud utilisé en Europe vient des entreprises américaines et ces infrastructures sont largement utilisées dans les administrations, les hôpitaux et dans de nombreuses entreprises privées. Quant aux data centers, selon une étude du cabinet McKinsey, les États-Unis détiennent environ 40% des parts du marché mondial. En rétorsion à l'émission d'un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'accès aux services numériques de 9 magistrats de la Cour pénale internationale a été coupé. Dans le secteur financier, Visa et Mastercard, tous deux américains, assurent aujourd'hui, selon la BCE, 61% des paiements par carte effectués dans la zone euro.
Le dollar demeure incontournable dans les transactions et dans les bilans des banques européennes, ce qui rend l'Europe dépendante de la Réserve fédérale américaine. Certes, l'Union détient une part significative de la dette américaine, environ 40% des bons du Trésor détenus à l'étranger, mais si une vente massive de bons du Trésor par des détenteurs étrangers pourrait exercer une pression haussière sur les taux américains, elle entraînerait également une baisse de leur valeur, donc des pertes pour les détenteurs européens. Sur cette question, David Jayes. Oui, peut-être faut-il repartir à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre l'état extrême de dépendance dans lequel l'Europe se trouve vis-à-vis des États-Unis. Après l'autodestruction de l'Europe en 1945, l'équation politique a été la suivante. Il a été permis à l'Europe de se reconstruire, mais sous le parapluie américain. Sur le plan de la sécurité, par exemple, c'est l'Alliance Atlantique de l'OTAN qui a dominé l'architecture de sécurité. Et on se rappelle que dès 1954, la communauté européenne de défense a été tuée dans l'œuf, interdisant pour des décennies et des décennies, puisque aujourd'hui encore, nous n'avons toujours pas de défense européenne, la construction d'un appareil de défense autonome à l'Europe. De la même manière, sur le plan économique, ce qui domine à partir de 1946, c'est une reconstruction sous influence et sous parapluie américain. Il y a le plan Marshall, bien sûr, qui est loin d'être un grand élan de générosité. L'historien américain Ben Steele a écrit un livre remarquable sur le plan Marshall qui montre à quel point c'est en réalité un troc de haut niveau, c'est-à-dire que les Français ou les Italiens achètent à crédit des moissonneuses-batteuses et des tracteurs Massey Ferguson en provenance des États-Unis, et ce dans tous les secteurs de l'économie. Donc on voit bien que cette dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, elle est complètement encastrée dans la reconstruction de l'après-guerre, et elle a quelque chose de confortable parce que l'Europe a très largement, dès ces années-là, externalisé premièrement le coût de sa sécurité, et deuxièmement, et ça c'est beaucoup plus important d'une certaine manière, le coût de l'innovation. C'est-à-dire que l'économie européenne, qui a été performante, qui a été une économie de haute croissance dans les années 50-60, n'est pas une économie de haute innovation, c'est une économie de rattrapage. Et d'ailleurs, c'est dans les moments de rattrapage qu'on fait les plus forts taux de croissance. Donc ce qui a vraiment soudé le modèle politique, social, économique de l'Europe des années 50, 60, 70, de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est une externalisation de la sécurité et de l'innovation aux grands frères américains. La modernisation européenne est un rattrapage sous parapluie américain qui a eu des vertus, puisque la croissance a été haute, qui a eu des vertus puisque l'État social s'est considérablement développé, à tel point d'ailleurs que maintenant, les courbes se sont croisées, l'État social galopant plus vite que la croissance qui a ralenti, qui a eu des vertus puisque nous avons eu une stabilisation démocratique sans précédent avec un régime en France bipartisan et des démocraties parlementaires dans un certain nombre de ses voisins. À mon avis, sur cette question des dépendances, un coche a été manqué à la fin des 30 glorieuses, c'est-à-dire dans les années 80. Au moment où, après les 2 crises pétrolières, on constate un fort essoufflement de la productivité et en fait de l'économie de rattrapage, il y avait une occasion pour l'Europe de construire un régime de croissance véritablement endogène. Alors, elle a essayé, au moins sur le papier, avec des stratégies qui avaient des noms tous plus loufoques les uns que les autres, Lisbonne, Europe 2020, etc. Mais ça n'a jamais été traduit significativement dans les faits. L'Europe est restée dépendante. Il faut dire que c'était la fin de la guerre froide. Les États-Unis étaient les maîtres incontestés du monde et ils donnaient le là de la mondialisation. Et puis arrive 2016, première élection de Donald Trump. 2024, nouvelle élection de Donald Trump. Et là, c'est un vrai séisme politique puisque Trump formule avec la franchise d'un promoteur immobilier habitué aux négociations brutales et aux jeux à somme nulle, ce qui en fait était en gésine depuis le mandat d'Obama. Nous ne voulons plus payer pour vous. Nous ne voulons plus, en tout cas, payer autant pour vous. Avec cette idée dite clairement par J.D. Vance lors de son discours de Munich, les classes moyennes américaines ont payé la prospérité de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est en partie faux, on pourrait administrer la preuve du contraire, mais les classes moyennes américaines ont payé la prospérité de l'Europe. Désormais, c'est aux Européens de payer pour leur propre sécurité, tout en restant dans cette vassalisation vis-à-vis des États-Unis. Et je trouve que la formule du président italien Sergio Mattarella, qui parle de vassalisation heureuse, est une formule intéressante, puisque
c'est confortable de vivre à crédit, c'est confortable de vivre sous un parapluie de sécurité, c'est confortable de confier l'innovation, la découverte, l'élan vital aux autres. Mais ça n'est plus possible aujourd'hui parce que les États-Unis, tout simplement, ne sont plus nos amis. Et si je devais identifier les 3 grands régimes de dépendance desquels il faut sortir aujourd'hui, je dirais d'abord la sécurité, bien sûr. On voit à quel point l'OTAN est aujourd'hui fragilisée dernièrement par l'affaire du Groenland. Deuxièmement, la technologie. L'Europe dépense 265 milliards d'euros par an en services numériques vers les États-Unis. Ce chiffre sera de 500 milliards en 2030 à trajectoire constante. C'est-à-dire qu'avec l'explosion de l'IA, ça pourrait être 750 milliards, voire 1000 milliards, sachant que le PIB de l'Union européenne, c'est 16 000 milliards. Donc, 1/16e de la richesse de l'Europe dans 5 ans pourrait partir vers les services numériques américains. La désindustrialisation profonde de l'Europe s'accélère. 50% de l'industrie allemande est en risque vis-à-vis du choc chinois d'ici 5 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, la Chine est l'usine matérielle de l'Europe et les États-Unis sont l'usine digitale de l'Europe. Philippe, vous l'avez mentionné dans votre introduction, l'énergie, nous importons 300 milliards d'énergie en provenance des pays du Golfe et significativement des États-Unis avec notamment le gaz naturel liquéfié. Bref, nous n'avons pas les conditions de notre indépendance. Et donc, quel est le moment pour l'Europe aujourd'hui? C'est un moment de renaissance. On ne reconstruira pas sur ce dont nous héritons. Je pense que nous avons un moment qui est aussi périlleux et en même temps enthousiasmant que l'après-guerre. Il faut une nouvelle Europe capable de se poser dans l'indépendance à la fois économique, énergétique, technologique, militaire. Et je ne crois pas qu'on fasse du neuf avec du vieux. Et c'est pour ça qu'il faudra probablement un choc institutionnel pour faire cela. Nicole Diezotto. Oui, c'est vrai que quand on lit, et vous nous les avez lus, Philippe, la liste des dépendances européennes, c'est un peu comme la liste des effets indésirables des médicaments. On a envie, finalement, de ne pas se soigner tellement le tableau est inquiétant et catastrophique. Moi, je voudrais quand même nuancer un peu la chose. D'abord, la dépendance, ça n'est pas une faute, ça n'est pas un problème en soi. L'interdépendance est même le b.a.-ba de la construction européenne et le b.a.-ba de la mondialisation parce que c'est une promesse de prospérité partagée. Et l'interdépendance militaire, c'est pareil. Les alliances militaires, c'est une promesse de sécurité partagée. Et donc, le fait que les Européens se sont développés dans 80 ans de dépendance commerciale et de dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis n'est pas une faute stratégique des Européens, comme on le lit trop souvent. C'est pas parce qu'ils ont été irresponsables, aveugles, etc. C'est parce que ça correspondait à un certain état du monde. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est pas la liste des dépendances européennes, c'est simplement de reconnaître que le monde a changé, effectivement, et qu'il faut donc avoir des stratégies de différenciation, de dépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais c'est une approche totalement différente. Alors, une fois qu'on a dit ça, deuxième remarque, ça n'est pas non plus pour donner du grain à moudre à tous les mouvements extrémistes, soit populistes qui misent sur la souveraineté, le refus de l'Europe, le refus de la mondialisation, le refus de l'interdépendance, soit aux mouvements verts extrémistes qui misent sur l'autarcie, le refus effectivement de l'économie non durable. Donc il faut faire très attention sur ces questions. Et la vraie, me semble, la priorité, si on veut s'en sortir, parce que le bilan est juste, il n'y a aucun doute que nous sommes très dépendants, et sans parler des dépendances à l'égard de la Chine, ou pour nous, Français, de l'Algérie, etc. La priorité, c'est comment on en sort. Et là, je crois qu'il faut faire la part des choses, il faut séparer les dépendances dont on peut, avec un relatif succès et un délai assez court, se sortir, et les dépendances qui, à mon avis, sont rédhibitoires. Les dépendances dont on peut se sortir, à mon avis, elles sont de 3 ordres. La défense, et je suis très très contente que pour la première fois depuis qu'on parle de défense européenne, la Commission a accepté la clause de préférence européenne dans l'histoire du prêt. Vous savez, on vient de créer un prêt de 90 milliards pour l'Ukraine à condition qu'elles achètent des armements. Et la clause de préférence européenne est
inclus dans ce prêt. Donc les Ukrainiens ne peuvent pas acheter des armes américaines avec ces 90 milliards qu'on va leur donner. C'est la première fois et c'est une évolution absolument fondamentale. Le deuxième point sur lequel je pense on peut se libérer de trop de dépendance, c'est l'énergie. Le marché commun de l'énergie n'est pas une utopie. Delors l'avait réclamé en 2010. En 2011, il y a un Conseil européen qui appelle à la libre circulation du gaz et de l'électricité dans l'Europe. Ça n'est toujours pas fait. Mais si on le faisait, ça serait une baisse considérable des coûts et donc de la dépendance à l'égard de l'extérieur. Et le troisième point sur lequel je pense on peut effectivement se libérer, c'est effectivement le commerce. Parce qu'on a des outils, on a la propriété donc des actifs américains et on a cet instrument de coercition qui est un titre idiot. Ça prouve à quel point les Européens ne sont pas conscients. Instrument de coercition. Personne ne comprend ce que ça veut dire. En fait, c'est une arme anti-chantage. Il faudrait l'appeler comme ça, arme anti-chantage. On a donc des instruments pour essayer de limiter la dépendance aux États-Unis. Mais, et je termine là-dessus, le problème, c'est qu'on a des dépendances pratiquement insurmontables et la plus importante sur laquelle je veux insister, c'est la dépendance psychologique. L'idée que l'Europe doit être indépendante des États-Unis, ou en tout cas le plus possible indépendante des États-Unis, est une idée qui n'arrive pas encore aujourd'hui, malgré Trump, malgré toutes ces provocations, malgré toutes ces déclarations de haine vis-à-vis de l'Union européenne, c'est une idée que les Européens n'arrivent pas encore à intégrer. Et donc, ce que les Européens cherchent aujourd'hui, ça n'est pas de se libérer de la dépendance vis-à-vis des États-Unis, c'est d'avoir une dépendance acceptable. Et c'est comme arrêter de fumer. On peut pas arrêter de fumer à moitié. Il faut arrêter complètement ou pas. C'est pour ça que je suis moins inquiète, non pas sur les capacités de développer l'indépendance, mais sur la mentalité, la vassalisation psychologique. Et je passe la parole à mon ami. Pardon. C'est un micro, alors, cette chose-là. Non, c'est un micro. Je n'avais pas l'intention de te taper dessus, j'avais l'intention de te rapprocher du micro. Pardon. Je ne te tape pas dessus en public, enfin, écoute. Antoine Fouché. Bon, on n'avait pas préparé, mais je vais poursuivre ce qu'ont dit David et Nicole en essayant de nuancer la nuance de Nicole. Parce que autant je suis d'accord sur le fait que ça n'était pas une faute, disons, au XXe siècle, de se mettre stratégiquement dans les mains des Américains, autant depuis 10 ans, c'est au moins une erreur intellectuelle, et maintenant, et depuis quelques années, c'est en plus une faute morale. Parce que on ne peut pas considérer, étant donné ce qui se passe aux États-Unis maintenant depuis quelques années, et même sous la présidence Obama, même si c'était pas agressif, c'était quand même, l'Europe n'est plus le centre du monde, le destin des États-Unis au 21e se jouera en Asie, pas en Europe, c'était déjà un signe qui aurait dû nous inciter à bouger. Mais maintenant, avec l'agressivité de Trump, avec les textes qui sont publiés aux États-Unis, on peut pas faire de parallèle complet entre la Russie et les États-Unis. En revanche, on doit au moins, dans un exercice de recherche de l'indépendance, penser les États-Unis comme un jour peut-être un agresseur. Et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les stratèges il y a quelques mois en se disant on n'avait jamais fait cet exercice-là, mais que se passe-t-il si les Américains au Groenland tirent sur les Danois, tirent sur les Français, et tirent sur d'autres membres de l'OTAN? Et c'est l'impensable, la dystopie, en fait, c'était une dystopie il y a 3 ans. Et maintenant, c'est ça qu'on doit faire. Et je pense qu'on doit le faire parce que, comme l'a rappelé David, il a un pouvoir américain agressif sans limite est capable de mettre en une journée l'économie européenne en état d'impossibilité de fonctionner totalement. Je prends des exemples un peu faciles, mais la SNCF ne sait pas fonctionner sans Amazon. Nous ne savons pas, alors aux États-Unis, parce que tous leurs services, et c'est valable pour 70 à 80% des entreprises en France et en Europe, nous ne savons pas faire fonctionner nos boîtes sans le cloud. Et il suffit de dire stop sur le cloud et les entreprises ne fonctionnent pas. Pareil sur les systèmes de paiement, moins en France, mais c'est 60% en Europe, donc plus de la majorité. Donc, en fait, nous sommes dans un état de dépendance qui n'est pas gênant tant que nous avons confiance dans la personne ou le pays vis-à-vis duquel nous sommes dépendants, parce que c'est un ami historique. Mais à partir du moment où il y a suffisamment de signes du fait que peut-être ce n'est déjà plus un ami et peut-être qu'un jour ça sera un ennemi. Encore une fois, c'est une erreur stratégique, me semble-t-il, une faute morale de pas reconquérir cette dépendance. Alors pourquoi on le fait pas?
me semble-t-il. Enfin, pourquoi on a commencé à le faire, mais pourquoi est-ce que ça nous semble absurde à nous, Européens? Il y a le coût psychologique, je suis d'accord, mais c'est surtout, me semble-t-il, le coût économique. Parce que sortir de la dépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire refaire ce que les Américains font très bien, à leur place, pour plus cher et peut-être moins bien. Donc on se dit que ça, quand même, économiquement, ça n'a aucun sens de refaire le cloud, de refaire des réseaux sociaux, de refaire, de sortir de la dépendance du GNL sur l'énergie. Tout ça n'a aucun sens économiquement tant que le partenaire est fiable. Mais dès qu'il est plus fiable, ça n'a toujours aucun sens économiquement. Ça a du sens politique. Et c'est là où nous, Européens, avons quand même depuis un demi-siècle au moins, depuis 45 au moins, beaucoup de mal à nous penser comme une puissance indépendante, puisqu'on a plutôt tendance à se penser quand même comme un espace de paix qui a vocation à se dilater et dans lequel la consommation est plus importante que la production et le bien-être plus importante que la liberté. Et là, c'est le changement de paradigme. Et je terminerai juste par un point, c'est que, parce que là aussi je suis d'accord avec Nicole sur un point, qu'est-ce qu'on fait? Et il nous faut, à mon avis, 3 ruptures, et j'aurai une nuance sur les extrémistes, parce que je pense que Trump, en fait, coince les extrémistes en Europe. Il nous faut 3 ruptures par rapport aux 70 ans qui viennent de s'écouler. La première, c'est que il faut qu'on pense long terme et pas court terme. Et là, dès qu'on pense long terme, le fait de construire nous-mêmes notre propre cloud, le fait d'aller chercher, de construire nous-mêmes nos centrales, nos panneaux solaires, nos éoliennes, plutôt que de les acheter à l'extérieur, sur 10 ans, c'est absurde parce que ça coûte plus cher. Sur 20 ans, c'est comme le nucléaire dans les années 60-70, c'est rentable et ça nous rend plus indépendants. Donc la première chose, c'est le long terme plutôt que le court terme. La deuxième chose, c'est qu'il faut le faire sans les États-Unis. Et ça, pour le coup, on n'a vraiment pas du tout l'habitude de le faire, mais ça veut dire que dès que c'est américain, sur les secteurs stratégiques en tout cas, il faut se dire dans 10 ans on en sera sorti. Et puis la troisième chose, et je terminerai par là, et c'est là où j'ai une nuance, c'est que je pense que la montée à la fois des États-Unis, de la Russie et de la Chine fait que ça tue définitivement l'argument de la voix singulière nationale de n'importe quel pays d'Europe au XXIe siècle. C'est-à-dire, on prend n'importe quel pays d'Europe tout seul, il n'y arrivera jamais contre les États-Unis, la Chine ou la Russie. Et donc, l'argument qui était considéré un peu avec mépris en faveur de la construction européenne dans les années 90, qui était l'argument de la taille, qui est très prosaïque, vraiment, il n'y a pas plus prosaïque que l'argument de la taille en géopolitique. Cet argument-là, me semble-t-il, il remporte définitivement, ou en tout cas pour des décennies ou au XXIe siècle, la bataille, parce que vous prenez n'importe quel sujet de dépendance, l'énergie, le numérique, la défense, aucun pays d'Europe, même pas la France, aucun pays d'Europe n'y arrivera tout seul. Et donc troisième rupture, on est définitivement obligé d'être ensemble, et je le dirais de façon un peu paradoxale, si on veut redevenir patriote et retrouver une forme de sens de l'indépendance qu'ont poussé un peu les extrêmes, la seule solution, c'est l'Europe. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je suis d'un pessimisme total. Et je crois justifié, hélas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse rétrospective qu'a faite David. Je ne pense pas du tout que le troc de l'après-guerre ait été dans les termes qu'il a dit. Je pense qu'évidemment les Américains n'ont pas agi par pure philanthropie et que c'était sans doute l'intérêt, d'abord la stimulation économique de leur propre pays et ensuite le maintien de leur influence sur une grande partie du monde que d'aider les Européens. Cela dit, les choix qui ont été faits notamment par le président Truman, il faut prendre effectivement les documents sur la sécurité nationale à l'époque de Truman pour voir qu'ils sont en tout contraire à la NSS que vient de sortir le président Trump. Il explique que l'intérêt des États-Unis, c'est effectivement d'avoir une Europe forte et unie. Mais je ne peux pas dire que je n'accepte pas l'idée que nous avons accepté d'externaliser la sécurité, assurément. Comment d'ailleurs aurait-il pu en être autrement quand on voit la situation de l'Europe en 1945 avec une Allemagne qui n'avait plus, heureusement, aucun moyen militaire et que personne ne souhaitait lui en donner assez rapidement, une France qui sortait d'un long coma et une Angleterre absolument exsangue face à une armée soviétique qui était extrêmement puissante. Donc là, effectivement, nous avions besoin du secours américain. En revanche, je ne crois pas qu'on ait renoncé pour autant à l'innovation. Je crois même que le troc
Et le troc que nous reproche aujourd'hui M. Trump, c'est-à-dire vous avez prospéré en profitant des investissements de sécurité que nous faisions nous, ce troc nous a permis aussi de jouer un rôle important dans la conquête de l'innovation. Le CEA, c'est pas rien, hein, la commissariat à l'énergie atomique. Non seulement nous avons doté la France de l'arme atomique, mais nous avons largement contribué à en doter Israël. Moi, je me rappelle quand j'avais rencontré au Parlement, enfin, l'hôtel Hilton, près du Parlement européen, le futur président de la République israélienne, quand on lui parlait de M. Borges Monouri, il s'éveillait et il avait énormément de gratitude, sachant les transferts qui avaient été opérés par les gouvernements entre 56 et 58. Donc je pense que nous avons, au contraire, nous avons profité, nous avons eu d'ailleurs des taux de croissance qui étaient des taux de croissance nettement supérieurs à ceux des États-Unis, parce que nous réalisions à ce moment-là une transition d'une économie largement agricole vers une économie industrielle. Ceci s'est interrompu. Alors, c'est là où je crois qu'il faut nuancer. Je suis plus en désaccord, mais je crois qu'il faut nuancer les étapes qui nous ont précipités dans cette situation atroce dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je crois que le début, ça a été la fin des 30 Glorieuses, qui était logique. À partir du moment où la transition agricole était assurée, à partir du moment où il y avait une pression des puissances émergentes qui a commencé à se manifester avec le choc pétrolier, on était évidemment dans une logique où on ne pouvait plus simplement, en soutenant la croissance sur un mode classiquement keynésien, développer l'économie. C'est apparu dès les années 70. Ça a été la grande question que se sont posées Raymond Barre et Giscard d'Estaing. Et là, les choix qui ont été faits en 81 ont été de mauvais choix. Le second moment où les choses, dans le prolongement, ça a été l'effondrement de l'URSS. Nous avions à ce moment-là l'idée que nous étions débarrassés de tout problème de sécurité extérieure et qu'on pouvait donc renoncer à l'Europe. Nous n'avions plus besoin à passer le péril, oublier le sein, comme on disait au Moyen-Âge, je me rappelle très bien, on était donc dans l'incapacité, on a dit, bon, ça n'a aucune importance, et on voit bien que le mouvement anti-européen se développe de façon extrêmement rapide dès la ratification du traité de Maastricht et s'épanouit avec le non au traité constitutionnel. Je ne discute pas de la pertinence du traité de Maastricht ou des traités constitutionnels, mais je vois bien que le non était quand même quelque chose qui consistait à dire on n'a rien à foutre de ce truc-là, il faut faire autrement, on ne sait pas comment, mais il faut faire autrement et souverainement. Bon, on a eu donc une première rupture. La rupture fondamentale, elle est relativement récente. Moi, je me rappelle, j'étais à l'époque rapporteur général du budget de l'Union européenne en 2000. Je me rappelle ce qu'on a appelé l'agenda de Lisbonne. Rien à voir avec le traité de Lisbonne quelques années plus tard. Tout le monde s'est réuni à Lisbonne pour dire on est les meilleurs, on va être la première puissance technologique, cognitive, intellectuelle de l'Occident. Et depuis 2000, on a perdu tous les paris face aux Américains. Et la situation qui a été décrite par les uns et par les autres, qui est effectivement terrifiante, c'est une situation récente. Nous avons, et c'est pour ça, moi, j'ai constamment été dans l'opposition jusqu'à 2000, dans une position d'ailleurs impuissante, parce que je n'étais pas non plus pour l'union de la gauche, depuis jusqu'à l'arrivée de Macron, et j'ai espéré que Macron puisse redresser ce qu'il a commencé à faire, et puis là, ça n'a pas marché pour finir. Mais nous avons perdu à ce moment-là, mais dans les grandes largeurs, les chefs d'État et de gouvernement qui se sont succédés en France ont une responsabilité énorme dans le décrochage de l'Europe. Alors, je vois ça comme ça. Maintenant, quel est notre rapport avec les États-Unis ? Je pense qu'il faut bien distinguer trois moments là aussi. Le moment de la coopération heureuse. Je sais pas, c'est peut-être ce que dit Mattarella. Enfin, Mattarella passe. J'aime beaucoup Mattarella. J'avais des relations très, très, très. On se comprenait bien. Excellente. Oui, non, mais et j'aime beaucoup l'ambassadrice d'Italie qui a été excellente aussi. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre que tu n'aimerais pas ? Ce sont des gens avec lesquels on est en profonde intelligence. C'est ça que je veux dire. C'est pas le fait d'avoir de l'affection pour l'un ou pour l'autre, mais ce sont des gens qui comprennent les choses. Draghi également, qui comprennent les choses comme nous.
et ça, c'est assez précieux. Mais l'idée, c'est qu'on était en coopération parce que ce qui nous distinguait, et à juste titre, ce qui distinguait le président Truman, le président Eisenhower et même le président Kennedy, malgré les affaires sur la force de dissuasion, du président Trump, et ce qui nous unissait, c'était que nous concevions les relations transatlantiques comme un jeu à somme positive. C'est-à-dire que tout le monde gagnait. Nous avions une approche qui était opposée à celle des années 30 et qui nous permettait de gagner. On est passé de cela à une critique qui était tout à fait justifiée, et qui aurait dû être celle sur laquelle on se calerait, qui était de dire, nous, Américains, vous êtes devenus très riches, donc vous devez en faire plus pour votre défense, vous, Européens. Nous avons quand même des soucis importants en Asie, nous devons en faire plus pour l'Asie, et donc, il faut qu'on rééquilibre le fameux burden sharing, le partage du fardeau. C'était très logique. On a été paresseux, on a été inertes. Les Américains nous avaient conduits à être inertes parce que ça les arrangeait. Dans la politique de soumission, là, c'était effectivement commode d'avoir des gens qui ne prétendaient pas. Mais on a fait ça. Et là, on est passé à quelque chose. Mais ça, c'était très possible. Et on a marché, et puis on est passé à quelque chose de tout à fait différent, qui est l'hostilité fondamentale des États-Unis à l'égard non seulement de l'Union européenne en tant que telle, mais des Européens. Opposition à nos intérêts commerciaux, opposition à nos intérêts technologiques, opposition, indifférence à notre réalité stratégique et à la guerre d'Ukraine, condamnation très, très profonde des valeurs qui sont les nôtres avec les discours de Vance et les autres. Maintenant, on se perd dans des gesticulations racistes absolument inacceptables. Et là, nous n'avons pas prévu ça. Moi, j'ai milité il y a quelques années, il y a pas longtemps, pour l'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande, parce que j'estimais que ça renforçait le pilier européen, mais nous pensions à l'époque que les États-Unis se désintéresseraient peu à peu de l'Europe, mais nous n'avons pas anticipé, je le dis très franchement, une hostilité fondamentale. Et là, je termine en disant que, à la différence de mes camarades, je sais pas si c'est pour des raisons morales, pour des raisons technologiques, pour des raisons de laps de temps, je pense que nous ne nous redressons pas, nous ne nous mobilisons pas, nous filons un très mauvais coton. Le fait que Jean-Louis ait annoncé qu'il était d'accord avec tout ce qui avait été dit précédemment me rappelle une phrase qu'avait notée une de mes camarades pendant les assemblées générales de mai 68. Elle notait toutes les phrases un peu creuses qui revenaient tout le temps. Merci. Et il y en avait une de ces phrases qu'elle avait et qui me semble particulièrement caractérisée, qui disait « Je te rejoins tout à fait, mais je t'arrête tout de suite ». Mais c'est d'ailleurs ce que Jean-Louis a fait, puisqu'après avoir dit qu'il était d'accord avec tout ce qui a été dit, il a listé l'ensemble de ses désaccords. De sous-titrer mon intervention, mais quand même, je pense que grosso modo, ils avaient compris. Ça prouve que je suis un beau camarade. C'est assez cocasse d'ailleurs, Jean-Louis, que dans la liste des innovations que vous avez brossées de l'Europe et singulièrement de la France d'après-guerre, ce soit essentiellement des innovations qui soient le résultat de la stratégie technologique gaullienne. Le CEA, par exemple, on peut parler d'Ariane, on peut parler du Concorde. Gaillard était président du CEA. La force nucléaire de dissuasion a été préparée par la 4e République. C'est vrai. Ensuite, elle a renié son héritage, bien sûr. C'est vrai. Il y a une continuité de ce point de vue entre la 4e et la 5e, mais il y a toujours eu une voix française assez singulière qui était de dire nous devons avoir notre propre technologie, et ça a été un des ressorts importants de la modernisation gaullienne, ce qui fait d'ailleurs, et ça fait le lien avec le sujet suivant, que la France a encore quelques atouts à faire valoir malgré un paysage économique, politique et social assez morose. C'est le nucléaire, c'est le legacy technologique, l'héritage technologique sur lequel elle est encore assise. Sur les 3 ruptures d'Antoine, moi je les partage entièrement. Simplement, quand Antoine dit « nous n'avons pas d'autre choix que d'être ensemble », la vraie question c'est comment être ensemble. Moi je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, ni intellectuellement, ni institutionnellement, ni sociologiquement, la Commission européenne ne soit capable d'opérer ce tournant. Pas la Commission, c'est les peuples, les États. Ils sont pas capables non plus. Oui, mais je pense qu'ils le sont un peu plus parce que quand on regarde les eurobaromètres, c'est très intéressant de regarder les eurobaromètres qui sont publiés par le grand continent. Il y a un désir d'émancipation, de désaliénation, de désencastrement qui est très fortement exprimé par les peuples. Et les élites européennes, effectivement, que ce soit les élites politiques nationales ou, a fortiori, de l'Union européenne, ne sont pas capables aujourd'hui de prendre en charge ce désir et de le traduire
politiquement. Donc pour répondre à cette question, comment être ensemble, moi je pense qu'il faut revenir aux origines, il faut revenir à l'Europe de Schuman. Ce qui a été fait d'extrêmement intéressant entre la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et le projet avorté, hélas, de Communauté européenne de défense, c'est qu'on prend des points névralgiques essentiels à notre indépendance et on les mutualise. Antoine parlait tout à l'heure de cloud. Antoine parlait tout à l'heure de système de paiement. On pourrait parler de certains éléments névralgiques aussi sur le plan militaire. On a toute une stratégie de défense à reconstruire autour de la dronistique, autour de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, la défense est indissociable de la technologie. On voit bien la façon dont la guerre se constitue en Ukraine. Je crois que le meilleur moyen de faire de l'Europe de manière concrète, c'est de réunir des États qui ont envie d'avancer concrètement sur ces sujets, de réunir à la fois des ministres et des industriels et de construire des alliances industrielles, parce que l'Europe qui a le mieux marché, c'est l'Europe des alliances industrielles. C'est ce qu'on a fait avec le charbon et l'acier, c'est ce qu'on a fait avec Airbus, qui est quand même une très grande réussite industrielle, et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, pas de pisser de la directive ou de pisser de la copie à la Commission européenne, et pas des positions de Madame Kaja Kallas, que j'aimais bien quand elle était première ministre de l'Estonie, mais qui est franchement consternante à devoir s'excuser 3 fois à chaque fois qu'on doit marquer un élément de désalignement avec les États-Unis. Et quand on a vu la scène dans le golfe de Donald Trump en Écosse l'année dernière, où Madame von der Leyen est allée s'agenouiller devant Donald Trump pour négocier un accord commercial qui est scélérat, ben moi je trouve que c'est consternant. Et ce qu'il faut, c'est aujourd'hui des choses concrètes et des alliances industrielles. Nicole Nesotto. Oui. Pour reprendre ce que disait Jean-Louis, personne n'avait prévu que les États-Unis pourraient devenir un adversaire, voire un ennemi. Il y a quand même un élément qui montre que le général de Gaulle l'avait prévu, et c'est la doctrine de dissuasion française, qui au départ était une doctrine tous azimuts, ce qui a fait hurler les Américains, parce qu'ils voyaient bien dans la tête du général que le tous azimuts pouvait viser aussi bien l'URSS de l'époque et les Américains, et que malgré tout, le général a maintenu comme doctrine, en tout cas de la première période de la dissuasion française. Voilà, c'était juste un détail. Je regrette que la France ait raison aujourd'hui, mais quand on voit le débat qui commence à naître sur l'avenir de l'OTAN et peut-être l'avenir d'une dissuasion européenne, sinon partagée, en tout cas coordonnée, il n'est pas mauvais que des doctrines tous azimuts puissent exister encore dans une future dissuasion nucléaire européenne, si un jour elle existe. Deuxième point, d'accord évidemment avec Antoine pour dire que l'Europe doit résister, que ce n'est pas l'Europe qui a eu tort dans l'acceptation de ses dépendances, c'est juste que le monde a changé, que Trump plus la Chine, c'est effectivement la remise en cause d'une dépendance trop absolue. Mais la vraie question, c'est de savoir, alors je ne sais plus qui disait ça dans l'Antiquité, mais Jean-Louis va savoir tout de suite, il faut savoir accepter ce qui ne peut pas être changé, changer ce qui peut l'être. Accepter ce qui ne peut pas être changé, à mon sens, ce qui ne peut pas être changé aujourd'hui, contrairement peut-être à ce qu'il pense, c'est la dépendance numérique. Je regardais les chiffres encore pour préparer cette émission, même sur 20 ans, ce sont des chiffres absolument dissuasifs. La Commission européenne vient de lancer un plan de relance, enfin d'accélération de l'intelligence artificielle en Europe. Ce plan est de 20 milliards d'euros dans le budget européen, parce que l'idée c'est de relever 200 milliards sur le marché. Or, les GAFA cette année vont investir 500 milliards uniquement cette année sur le numérique. Donc on voit que les ordres de grandeur sont quand même terrifiants. Et dernier point sur la construction d'une Europe qui pourrait sortir de ses dépendances, il y a effectivement l'idée de repenser une conférence de Messine pour reprendre l'Europe à zéro, mais il y a aussi l'idée de augmenter d'autres dépendances, c'est-à-dire de jouer d'autres interdépendances. Il ne faut pas insulter l'avenir. Moi, je suis complètement convaincu que la Chine est une dictature abominable, mais la Chine est notre allié sur la lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est un problème existentiel pour elle. Il ne faut pas hésiter à avoir une alliance avec la Chine sur certains
certaines questions majeures comme le réchauffement climatique. Il ne faut pas non plus hésiter à avoir des partenariats, y compris avec d'autres pays d'Asie sur d'autres sujets, par exemple sur la défense. Je trouve qu'entre l'Inde et l'Union européenne, c'est pas tellement le commerce, c'est important, mais je trouve que la défense avec une puissance nucléaire encore démocratique, parce que c'est pas acquis pour l'Inde, cela doit permettre aussi de réfléchir. Autrement dit, c'est pas l'Europe en tant que telle qui doit simplement changer, c'est l'Europe dans sa vision du monde. L'idée d'avoir des partenariats, y compris avec les anciens ennemis, qui peuvent devenir des partenaires. Et c'est là le plus difficile, parce que je répète, pour moi, psychologiquement, les Européens ne sont pas dans une flexibilité, d'une agilité intellectuelle qui permettent de sortir de l'orbite américaine. Antoine Fouché. Je maintiens la nuance sur le numérique, parce que au XXIe siècle, dépendance numérique, c'est un pléonasme. C'est-à-dire, si on n'est pas indépendant numériquement, on est dépendant sur rien. On embarque le numérique. On est indépendant sur rien. Si on est indépendant sur rien, si on n'est pas. Merci beaucoup. On est indépendant sur rien. C'est plus facile d'être dépendant qu'indépendant. Voilà, c'est ça, c'est la vassalisation heureuse. Mais on l'a, évidemment, tout le monde dans la salle et tous ceux qui nous écoutent ont des téléphones. On en est totalement dépendant. Le numérique, c'est les paiements, à nouveau. C'est toutes les datas qui permettent de gagner du temps. On en a dans les voitures, on en a dans les armements, on en a dans tous les réseaux de communication, on en a même maintenant dans l'agriculture et parfois ça génère du progrès en calculant au millimètre près les bonnes doses de répartition de l'eau sur un champ. Donc il y en a partout. Donc être dépendant numériquement, c'est être dépendant sur tout. Et donc c'est pour ça que je pense que même, je suis d'accord avec toi, c'est ça qui est le plus coûteux, c'est là où on a le plus de retard et c'est là où même les plus volontaristes disent ça va être très difficile, mais il faut le faire quand même, parce que si on ne fait pas ça, autant rien faire. Et là, je vais essayer je sais pas si j'arriverai à remonter le moral de Jean-Louis, mais il y a à long terme, quand même, moi je partage le pessimiste à court terme, mais à long terme, je suis plus optimiste. Et c'est un livre de Pierre Haroche qui s'appelle Dans la forge européenne qui m'a apporté ce optimisme-là de long terme, parce que il prend du recul, je vais aller très vite, mais au Moyen-Âge, et pour essayer de caractériser la période du 21e siècle pour l'Europe. Et quand on regarde de cette manière-là, on ne peut être, me semble-t-il, on peut être plus optimiste. C'est-à-dire, il dit, il y a 3 époques dans l'Europe depuis le Moyen-Âge. Il y a l'Europe impériale, qui par la technologie, parce que c'était le maximum de diversité dans le minimum d'espace, comme dit Kundera, on s'est fait la guerre entre nous, ce qui a développé la technologie, ce qui nous a permis d'être plus forts technologiquement, de partir à la conquête du monde, ce que nous avons fait. Puis il y a eu au XXe siècle le recul européen, on peut dire l'Europe occupée, mais elle était encore centrale après 45, puisque les 2 superpuissances étaient capables de risquer une guerre, de faire le pont de Berlin pour pouvoir avoir la main mise sur l'Europe. Donc l'Europe reste au centre du monde, même si elle n'est plus la première puissance. Et le 21e siècle, c'est l'Europe qui n'est même plus au centre du monde, marginalisée, c'est-à-dire les pays ne se battent pas pour le sort européen parce que c'est secondaire par rapport à l'Asie. Et l'Europe devient plutôt un continent où les prédateurs se disputent pour la dépouiller, et ce qui la force à être unie. C'est la thèse d'Haroche, et je pense que c'est soit cette union-là, ce redressement-là, en raison des pressions extérieures, qui sont quand même toujours un bon moyen, même si c'est moralement pas le meilleur, mais c'est quand même un bon moyen de faire l'unité d'une collectivité, le risque de disparaître étant donné la pression extérieure, plutôt que ce qui nous s'est passé au XXe siècle, où on s'est un peu enfoncé, même si on a de bonnes excuses, dans le confort et donc dans la servitude. Jean-Louis Bourlange. Oui, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a une chose que je voudrais relever, ce que certains d'entre vous, je crois, David et Nicole, ont évoqué positivement la CED, la communauté européenne. Non, pas moi, parce qu'il s'est trompé sur la CED. D'accord. Alors, on est d'accord. Enfin, j'espère qu'on est d'accord. Moi, je suis, comme vous savez, la plupart d'entre vous le savent, je suis un militant européen très actif, et il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour dire que je suis fédéraliste. Mais sur la CED, j'ai toujours considéré que c'était une absurdité. C'était une absurdité de la part de Pleven d'avoir lancé ça, et que, en réalité, c'était quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner et qui arrivait exactement au résultat dont nous souffrons actuellement, c'est-à-dire une dépendance absolue
des forces européennes par rapport à l'armée américaine. La critique du général à l'époque disait, à partir de Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Les armées européennes ne peuvent pas être la continuation de la politique américaine. Quel que soit, ça éclaire effectivement l'exigence d'indépendance, que je crois très forte chez De Gaulle, mais qui n'était pas une hostilité aux États-Unis, mais l'idée que de toute manière, il fallait structurellement être capable de se défendre partout. Donc je crois que là, Monnet l'a reconnu d'ailleurs. Monnet a dit ça a échoué, donc c'était sans doute une mauvaise idée. Et bon, on va pas étudier ça attentivement, mais je pense que c'est une erreur profonde de référence actuellement, dire il faut refaire la CED. Pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Sur cette question de la CED, interruption momentanée avec autorisation de l'orateur, comme on dit. Avec autorisation de l'orateur, comme on dit à l'Assemblée. David. Non, juste, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, je disais qu'il y a eu un moment entre 46 et 54 où on a voulu mutualiser des choses. En revanche, le projet de CED était profondément erroné et sur ça, je vous rejoins. Jean-Louis Bourlange. Un point. Voilà. Donc, Jean-Louis. Oui. Je voulais juste ajouter quand même que la CED était sous commandement américain. Oui, on l'oublie, donc ça n'avait rien Jean-Louis d'européen. Bourlange. C'est ce que je crois avoir dit, mais Non, pas seulement sous commandement, complètement, puisque on avait exigé tout au long de la négociation pour arriver à cette ratification qui n'a jamais eu lieu par la Chambre française, on diminuait de plus en plus la taille des unités indépendantes, parce qu'on voulait que l'Allemagne, on voulait presque que l'Allemagne n'ait que des régiments. Des divisions, c'était déjà dangereux. Oui, donc plus on a baissé le niveau, plus le contrôle était exercé par l'armée américaine et par elle seule. Serait sage de laisser la CED. Deuxième observation sur De Gaulle en 66. Il défend effectivement une position de principe qui est celle qu'a rappelée Nicole, indépendance totale et capacité, mais en même temps, il est extraordinairement pragmatique, aidé d'ailleurs par l'étonnante capacité diplomatique des Américains, c'est-à-dire de l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Chip Bollen, qui était un ami de la France et un homme absolument remarquable, et qui a fait passer aux États-Unis, qui était très très monté contre De Gaulle, l'idée on s'écrase. De toute manière, à terme, les Français ont une crise nerveuse, mais ils vont rester liés aux États-Unis, et ça a été le cas avec Pompidou, qui n'a pas eu d'ambition plus immédiate que de renouer des relations étroites avec les États-Unis. Troisième observation. La commission. Alors c'est là où je suis en désaccord avec. Je trouve qu'il faut arrêter le bashing sur la commission. Je ne dis pas que la commission fasse ce qu'elle doit faire, mais c'est le troisième bouc émissaire. On a les Arabes à l'extrême droite, on a les capitalistes à l'extrême gauche, et on a les eurocrates au centre. Mais la commission, c'est un calamar plat, c'est pas une pieuvre. Actuellement, et Madame von der Leyen, elle est ce qu'elle est. Mais quand elle signe avec les Américains ce que tu lui reproches, elle ne fait qu'appliquer très exactement le mandat qui lui est confié notamment par le couple franco-allemand, à l'initiative des Allemands et avec le consentement des Français. Alors on peut dire qu'on a eu tort, c'est plus compliqué que ça. On dit qu'il fallait faire comme les Chinois. Moi, je suis partisan. L'instrument de coercition, ça me fait rigoler. L'instrument de coercition, c'est la force de dissuasion. Bon, si on s'en sert, c'est un jeu à somme négative pour tout le monde. C'est comme la force de dissuasion, ça marche pas. Si on s'en sert, tout le monde est détruit. Là, en l'occurrence, les Chinois ont résisté aux États-Unis, pas simplement parce que Xi est un type plus costaud que Mme von der Leyen, ce qui est évident, mais surtout parce que, il a les terres rares, et deux, il ne dépendait pas de la sécurité vis-à-vis d'un voisin comme la Russie. Nous sommes faits aux pattes dans cette affaire. Alors, on doit réagir. Moi, je suis partisan de réagir, mais qu'on ne dise pas que c'est de la faute de la Commission. Elle est absolument, c'est comme dans la caverne de Platon, la Commission, ce sont les ombres de la réalité. La réalité, ce sont les États. Et la réalité, c'est que nous n'avons aucun modèle européen qui fonctionne actuellement en termes institutionnels, en termes de volonté politique et en termes de capacité. Nous sommes en désaccord. Et nous avons été sauvés par le gong sur l'affaire du Groenland. Parce que sur l'affaire du Groenland, on était parti pour avoir une approche très divergente entre les Allemands et nous. Et qu'est-ce qui nous a permis de masquer cette divergence? C'est que
là, le père Trump s'est comporté en calamar plat. Et donc, il a renoncé provisoirement, hein, parce qu'avec Trump, on ne peut faire confiance à rien. Mais il a dit, j'arrête. Et alors, à ce moment-là, les Européens ont dit, c'est nous. On avait déjà dit au moment de la guerre froide, c'est nous. C'était l'URSS qui s'était effondré, pas nous qui avions gagné. Donc là, on a sauvé l'apparence de l'Union européenne, mais croyez-moi, on n'est pas parti actuellement pour avoir des relations politiquement, économiquement, monétairement, financièrement, socialement et culturellement étroites entre les partenaires européens. Je le déplore, c'est toute ma vie qui a lutté contre ça, mais je regarde les choses avec réalisme et désespoir. Mais je suis d'accord avec la fin du raisonnement, mais pas avec le début. Je pense que la Commission a un pouvoir important aujourd'hui. Et d'ailleurs, à mon avis, la France, au moment où on a changé de parlement lors des précédentes élections au Parlement européen, la France a fait une erreur en voulant pousser une candidature française à la tête de la Banque centrale européenne et en cédant sur une candidature allemande à la tête de la Commission européenne. Pour une raison très simple, c'est que durant la crise de l'euro, effectivement, l'institution qui tenait la dragée haute, c'était la Banque centrale européenne, c'était Monsieur Draghi et le whatever it takes, parce que c'est la politique monétaire qui était intervenue massivement pour renflouer et pour sauver l'économie européenne. Mais dans la période que nous traversons actuellement, le vrai pouvoir, me semble-t-il, c'est un pouvoir politique, et il est possible pour des hommes et des femmes qui ont du leadership à la tête de la Commission européenne d'émerger. Quand Jean-Louis dit la Commission européenne n'est que le reflet des intérêts des nations européennes, c'est vrai, mais de quelles nations et de quels intérêts? Tous les observateurs fins de la Commission européenne disent que Madame von der Leyen a considérablement renforcé son pouvoir personnel au détriment du collège des commissaires. Et quand on regarde les personnalités comme celle de monsieur Martin Selmayr, on voit bien qu'il y a une domination allemande avec des gens qui en plus sont dans une certaine sociologie, qui est une sociologie d'amitié et même de soumission vis-à-vis des États-Unis. Si c'est allemand, c'est pas technocratique, c'est allemand. Ça, c'est complètement contradictoire. Mais à quel moment j'ai dit que c'était technocratique? Alors, je vous propose, d'abord, je vous rappelle que nous avons déjà sacrifié l'un des deux sujets que j'avais prévus pour cette émission. Que deuxièmement, nous allons avoir avec le public des échanges qui vont vous permettre de développer les points que vous vouliez développer, mais qui auraient inutilement rallongé cette émission. Et que troisièmement, nous entrons dans la dernière période, la période des brèves, que je vais introduire en recommandant le tout petit livre, le Tract, puisque c'est dans la collection Tract de Gallimard que ce livre est publié, petit livre de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, Alerte sur le patrimoine. Alors je confesse une admiration affectueuse pour Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Elle a été l'hôtesse, l'invitée de nos badas à propos de son magnifique livre sur Notre-Dame, et ça avait, je crois, recueilli l'intérêt d'un très grand nombre d'entre vous. Elle sera dans peu de temps encore l'invitée d'Anne Nomada à propos de son livre, non moins remarquable et non moins agréable comme objet, sur les rapports entre les musiciens et le pouvoir de Lully à Boulez. Et là, elle a été la responsable de la direction du patrimoine, la directrice du patrimoine, la directeur, on disait à l'époque d'ailleurs, du patrimoine. Et depuis, on a féminisé, mais on a ajouté général, parce que quand même, on n'est pas n'importe qui. Elle dresse un tableau de l'état du patrimoine qui est une catastrophe, qu'il s'agisse des églises de village ou qu'il s'agisse de l'Opéra Bastille ou du Louvre ou des grands monuments nationaux, mais en même temps, elle réfléchit aux différents moyens qu'il y aurait d'améliorer cette situation, dans certains cas en arrêtant certains projets extrêmement onéreux, comme en s'interrogeant sur les dimensions de certains autres, comme le projet du Louvre, cette espèce d'extraordinaire augmentation de sa surface et de multiplication de ses visiteurs. Bref, c'est un livre qui est, à mon avis, non seulement plaisant à lire, parce que Marie-Vonne de Saint-Pulgent a une plume, mais qui en plus a l'avantage de ne pas seulement décrire un tableau sombre, mais de proposer des pistes. David Jayes. Alors, vous savez, Kundera a beaucoup apporté à la littérature européenne et beaucoup apporté à la connaissance en France de ce foyer intellectuel qu'a été la littérature d'Europe centrale et orientale du début du siècle et notamment la littérature juive. Kundera disait les Français connaissent Kafka et Musil, mais en fait, il y a tout un continent derrière ces deux auteurs. Il y a évidemment Imre Kertész, il y a Hermann Broch, le grand Broch, et puis Joseph Roth.
l'auteur de La Marche des Radetzky. Et je voudrais recommander un roman, le dernier roman de Roth, qui est sorti récemment en français, qui s'appelle Père Lefter, Histoire d'un bourgeois. C'est l'itinéraire d'un bourgeois d'Europe centrale. Je vous en dis pas plus, mais c'est un livre magnifique et on se rend compte en lisant ce livre et les livres de Roth en général combien la destruction de ce foyer intellectuel et de ce foyer littéraire qui était la littérature juive d'Europe orientale a été une perte terrible pour l'Europe au XXe siècle parce que c'était vraiment un des poumons intellectuels de l'Europe. Jean-Louis Bourlange. Oui, je n'ai pas pensé, mais un mot sur Joseph Roth. Je me rappelle avoir eu une conversation avec l'archiduc Otto de Habsbourg qui m'avait expliqué, il était en exil à Paris en 1939 et il m'avait expliqué que les amis de Roth étaient désespérés de le voir totalement plongé dans l'alcoolisme et que seule une parole forte de son empereur pourrait l'arracher à ce vice. Alors une cérémonie avait été organisée à l'hôtel Quéré et Otto avait dit à Roth Joseph Roth, votre empereur vous interdit de boire. Et Roth s'était exécuté, il avait dit oui, je ne boirai plus. Il est mort 8 jours plus tard. Alors moi je voulais faire ma brève sur le dictionnaire amoureux des Juifs de France que vient de publier notre ami, publié il y a quelques semaines ou quelques mois, notre ami Denis Oliven. Je crois que c'est un livre extrêmement précieux. C'est un livre admirable parce que il est pénétré de l'amour respectif et réciproque des Juifs pour la France et de la France pour les Juifs. Et en ces moments où toutes ces relations sont aigries, revendicatives, etc., cette espèce de respiration fraternelle est formidable. D'abord, le fond de l'idée, d'abord c'est un dictionnaire, donc il y a des entrées partout, et ça permet de voir les nuances. Par exemple, il a tout à fait raison de le faire, un philo-judaïsme extrêmement intellectuel, mais extrêmement fort de Pascal par rapport à un antisémitisme virulent et brutal et à vrai dire grossier de Bossuet. Des choses comme ça échappe à beaucoup de monde. Et il y a plein de choses comme ça. L'analyse de l'antisémitisme, le parallélisme entre l'antisémitisme et le sentiment de perdition des Juifs de France et le sentiment de marginalisation des invertis, c'est-à-dire les deux figures, Swann, le juif, et Charlut, l'homosexuel, avec les parallélismes et les entrecroisements de ces relations, c'est analysé avec énormément de finesse. Mais le fond de l'affaire, c'est que la France est le pays qui a le plus fortement intégrer les Juifs dans la communauté politique. Alors il y a beaucoup de monde, notamment aux États-Unis, qui disent la France c'est l'antisémitisme à cause de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus c'est le contraire. L'affaire Dreyfus, et ça c'est très très net, l'affaire Dreyfus c'est un pays qui a réussi à arracher un malheureux capitaine juif à la fureur antisémite simplement par la force des principes républicains qui l'ont animé. Quelqu'un comme Pierre Mendès France, j'en avais parlé avec Pierre Mendès France, dans les années 30, Pierre Mendès France était attaqué comme juif à Louviers, etc. Il s'en foutait. Il disait « nous avons gagné, les républicains ont gagné ». Ensuite, il a été saisi par le doute, plus que le doute, en 40, ça a été sa blessure profonde. Mais dans les années 30, nous avions, les républicains avaient gagné et les juifs étaient intégrés. Alors ça, cette relation positive entre les Juifs de France et la République, Denis Oliven communie dans ce culte et je crois qu'il a raison. C'est un livre d'apaisement, de sérénité et de confiance. Après tout ce que j'ai dit de pessimiste, au moins une parole positive. Nicole Nisotto. Oui, moi je vais rester sur l'Europe en vous recommandant un petit livre, enfin petit par le format, de Sylvain Kahn qui s'appelle L'Europe, un État qui s'ignore et qui est sorti il y a quelques semaines au CNRS Éditions. Alors, Sylvain Kahn fait partie de cette jeune génération. Je dis jeune par rapport à moi, mais il est jeune comme vous, quoi. Comment ça, jeune génération. Il était maître de conférence quand j'étais professeur à Sciences Po, ça se confirme. Ouais. D'intellectuel qui réfléchit, qui travaille sur l'Europe. Il est normalien, agrégé d'histoire, et il est professeur à Sciences Po et au Centre d'histoire de Sciences Po. Et alors, il prend comme sujet ce que Jean-Louis Bourlange appelait il y a quelques années, il y a longtemps de ça, un OPNI, un objet politique non identifié. C'est Delors, je croyais que c'était vous.
Bon, si vous voulez bien vous faire des politesses après l'émission. Cet ovni, cet objet politique disons que je l'ai inspiré à Delors. non identifié, qui est la construction européenne. Et il essaye de réfléchir, en plongeant loin dans l'histoire des États européens, à leur héritage pour créer ce qui est aujourd'hui l'Union européenne, qui n'est pas un État fédéral, qui n'est pas non plus une confédération. Et il a cette formule que je trouve très intéressante. Il dit, c'est le seul État au monde qui est construit ni sur la puissance, ni sur la nation. Et je trouve que c'est assez juste. Antoine Fouché. Mais juste un mot pour prolonger ce que disait Jean-Louis sur l'affaire Dreyfus, parce que ça m'a fait penser à la lecture que fait Barnaby. Barnaby rappelle, Élie Barnaby, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, il dit il y a deux lectures possibles de l'affaire Dreyfus. Il y a la lecture de Herzl, qui dit si même en France, pays qui a émancipé les Juifs pour la première fois dans l'histoire, etc., les Juifs sont pas en sécurité, il faut faire Israël. Et il y a la lecture du père de Lévinas, en Lettonie, qui dit si un pays est capable de risquer une guerre civile pour défendre l'innocence d'un Juif, alors ce pays doit être le nôtre. Et donc ça allait dans ton sens. Je me permettais juste de rappeler ça. Donc du coup, je vais plus vite, Philippe, sur la brève. Je voudrais recommander une très très belle série d'Arte qui s'appelle Opération Sabre, et en fait qui raconte l'assassinat et l'enquête policière qui a suivi l'assassinat du premier ministre de Serbie, Zoran Dindic, qui a lutté contre la corruption dans la Serbie post Milosevic. Et non seulement c'est une très belle histoire, très poignante, qui est très bien faite, c'est un thriller politique en fait. Et à la fin du 8e épisode, il diffuse un tout petit discours dans 20 secondes de Dindic, et il a une résonance universelle. Donc en 20 secondes, encore une fois, je lis très rapidement. Il dit, et c'est avant d'avoir été élu, et donc avant d'avoir été assassiné. Ça, c'est plutôt normal. Jusque-là, ça va bien en matière de cohérence, même si c'est la fin de l'émission. C'est-à-dire que si tu prends beaucoup de temps pour expliquer que ça va durer que 20 secondes, ça va pas durer 20 secondes. Donc, il dit, avec une résonance universelle, me semble-t-il. Et en 20 secondes. On ne changera pas la Serbie si on ne se change pas nous-mêmes. Pour que la Serbie change, chacun de nous doit changer dans notre approche des problèmes, notre mentalité, nos habitudes de travail, car la Serbie est la somme de chacun d'entre nous. Nous devons comprendre que c'est notre pays. Si nous considérons que notre pays est un corps étranger et que seul ce qu'on possède est à nous, nous finirons par perdre l'un et l'autre. Si quelqu'un pratique la corruption, même si ça ne nous concerne pas, il viole les lois du pays et crée un pays sans foi ni loi. À chaque fois, ça affaiblit chacun d'entre nous et il faut le combattre. Une nation ne peut faire de mauvais choix politiques sans en payer le prix. Et Merci. Pour ceux qui ont l'habitude des brèves d'Antoine, vous aurez compris qu'il a des actions chez Arte. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré avec qui va assurer le compendium, le compte-rendu analytique de cette conversation, à Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire veille à tout ce qui concerne les plateformes de financement. Merci à Arnaud Galabé et à Fabrice Gros qui ont assuré l'enregistrement de cette conversation, à Nouvelles Écoutes et à Julien Neuville qui la produisent. Merci à Pierre de Panafieux et avec toute notre amitié, et merci à l'École alsacienne qui nous accueille, et rendez-vous donc mercredi pour la diffusion de l'enregistrement de la conversation que nous allons avoir avec vous.